Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Justine. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'endométriose. Oui. Tu as coécrit un livre qui s'appelle « Soulager l'endométriose grâce à l'alimentation anti-inflammatoire ». Tout à fait. Est-ce que tu veux bien nous parler de toi ? Alors, donc moi je suis Anne-Charlotte Garry. Ça fait à peu près 12 ans que je suis diète. Actuellement, donc, je travaille sur le CHU d'Amiens en pédiatrie, parce que j'ai la petite spécialité pédiatrie. Et puis, j'ai aussi l'autre spécialité, donc sur la prise en charge de l'endométriose, que je fais déjà depuis 3 ans à peu près. Donc des consultations, etc. Et c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure, alors Céline, on a coécrit ensemble le livre, mais au tout début, en fait, on travaillait ensemble pour de la pédiatrie. On continue encore aujourd'hui. Et puis, sur le chemin, en fait, en travaillant, il y a forcément l'endométriose qui est arrivée sur notre chemin. Et puis Céline m'a dit, mais il faut écrire un livre. Et donc, elle s'est occupée de la partie recette. Et puis moi, je me suis occupée de toute la partie diète, information, etc. Ok. Voilà. Comment tu es venue à l'endométriose ? Alors, parce que j'en suis moi-même atteinte, avec un diagnostic comme pour beaucoup, en fait, maintenant, qui est arrivé de façon très, très tardive, en fait, à l'âge de 29 ans. J'en ai 35 maintenant, donc ce qui fait que, voilà, c'est quand même assez tard, là, pour le coup. Voilà, je suis passée aussi par la case patiente, dans le sens où il y a l'annonce aussi de la maladie, de devoir accepter. Et puis ensuite de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour améliorer, pour être mieux aussi dans ma vie. Et puis je me suis toujours dit, de toute façon, avec ce métier de base où on se dit de toute façon l'alimentation fait toujours, on peut toujours apporter quelque chose suivant certaines pathologies. Et je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire pour soulager à ce niveau-là sur l'endométriose. Donc c'est passé par beaucoup d'informations. Et puis après, au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis formée, je suis allée dans les réseaux où il fallait, d'aller aussi vers les médecins et d'autres professionnels qui étaient spécialisés. Et c'est ce qui a fait que petit à petit, voilà, l'endométriose s'est aussi rajoutée dans mon parcours et que je ne veux surtout pas lâcher parce que c'est un réel plaisir de savoir qu'on peut accompagner des patientes qui sont en souffrance et puis de voir que en fait, elles gagnent aussi en confort de vie au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est ça qui est génial en fait dans la finalité de la prise en charge. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'endométriose ? Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui touche... Alors, actuellement, on est sur une femme sur 10, donc c'est une maladie gynécologique, où justement, en fait, on va avoir des cellules qui sont semblables à l'endomètre. Alors, l'endomètre, en fait, c'est la partie qui se désagrège au moment des règles. Et dans l'endométriose, en fait, on va retrouver des cellules qui sont semblables à cet endomètre, mais qu'on va retrouver en fait en dehors de la cavité utérine, qui vont aller se loger un peu partout, sur les intestins. Ça peut remonter aussi au niveau des poumons, on peut en avoir sur la vessie, on peut en avoir sur le rectum également. Après, ça peut se mettre aussi autour de l'utérus, des ovaires. On a aussi une forme d'endométriose qui peut se faire à l'intérieur de l'utérus, qu'on appelle de l'adénomiose. Donc voilà, donc c'est une maladie qui est extrêmement handicapante, qui effectivement, on a beaucoup de difficultés aussi à diagnostiquer. Mais on va dire là, maintenant, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Donc c'est vrai que maintenant, au niveau des patients que je reçois aussi en consultation, ça arrive de plus en plus d'avoir des adolescentes qui viennent avec leur maman. Mais on a cet avantage d'avoir des gynécologues où justement qui sont un petit peu plus à l'écoute aussi sur les symptômes et qui arrivent à diagnostiquer assez tôt. Plus c'est diagnostiqué tôt, mieux c'est pris en charge aussi là pour le coup. Et il faut savoir qu'en fait l'endométriose a été, en tout cas cette pathologie, l'étude de cette pathologie a été rajoutée que très récemment dans le cursus de médecine suite à un arrêté qui date de 2020. Okay. Septembre 2020. Donc ça fait à peine 2 ans et demi, 3 ans, même pas que c'est intégré. Donc ça, c'est toujours bon à savoir parce que maintenant, les futurs médecins ont ça d'intégrer alors que ça n'y était pas et que c'est une maladie en fait qu'on connaît depuis très très longtemps en fait. Je rebondis sur ça parce que j'ai lu dans ton livre, j'étais surprise qu'en général, pour être diagnostiqué, c'est 7 ans à peu près. Donc c'est ce que tu décrivais avec ton propre parcours. Est-ce que pour les diètes qui nous écoutent ou les pros de santé, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent mettre la puce à l'oreille si on reçoit un patient qui ne sait pas
qu'une patiente qui ne sait pas qu'elle est atteinte d'endométriose, est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui peuvent se dire « Ouh là là, bon, est-ce que tu as déjà été voir pour faire une petite écho, quelque chose Est-ce que tu es déjà allé consulter un gynéco Est-ce que comme ça, tu aurais des petites pistes comme ça à donner ? Alors, il peut y avoir des pistes. C'est les douleurs au moment des règles. Ça, c'est pas normal en fait d'avoir des douleurs extrêmement importantes, quitte à rater les cours ou même de devoir se mettre en arrêt parce qu'on n'est vraiment pas bien, qu'on est très douloureuse. Ça, c'est pas normal et c'est des douleurs qui ne passent pas avec simplement du Spasson ou du Doliprane. On est obligé quand même d'aller sur des antalgiques qui sont un peu plus forts. Ensuite, alors ça, c'est dans aussi les études qu'on peut avoir, mais ça peut être aussi des règles qui peuvent arriver très précocement aussi. Ça arrive sur ce qu'on a. Ça peut être aussi des douleurs pendant les rapports sexuels, ce qu'on appelle des dyspareunies, en fait. Il peut y avoir aussi pas mal de troubles du transit. Il peut y avoir des intolérances, des choses comme ça. Ça peut être aussi des douleurs, en fait, au niveau des lombaires, parce que suivant les atteintes que l'on a, si c'est ce qu'on appelle plus au niveau des ligaments utérosacrés, donc ça c'est plus en arrière en fait de l'utérus, d'avoir souvent mal au dos, lombaire au moment des règles, ça peut se traduire aussi comme ça. Ok, donc une patiente qui vient nous voir, qui dit qu'elle a vraiment très mal au ventre et qu'elle est couchée pendant ses règles, ça peut déjà être un élément qui nous met la puce à l'oreille. Est-ce que il y a un lien avec la prise de poids ? Alors, pas forcément. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a des patientes, si elles sont en surpoids ou en obésité, en fait, la masse grasse, après, on sait que l'obésité, c'est une maladie qui est inflammatoire et automatiquement qui va induire aussi de l'inflammation. C'est pas forcément une prise de poids. Après, la prise de poids peut se mettre en place quand il y a des traitements traitements hormonaux. Après, ça dépend ce qui est mis en place. Là, pour le coup, là, il peut y avoir une prise de poids. Après, la prise de poids n'induit pas forcément de l'endométriose. Okay. Ça, dans les études qu'on a, c'est pas forcément lié, mais on sait que s'il y a un surpoids ou une obésité, ça peut justement déclencher un petit peu plus l'endométriose ou faire en sorte qu'il y ait des crises qui se mettent en place au fur et à mesure. D'accord, donc ça, c'est quand même très rassurant pour les gens qui vont nous écouter, de se dire... Ce n'est pas parce que j'ai de l'endométriose que je ne peux pas perdre de poids. C'est ça. Okay. Voilà. Ça, on peut parfaitement perdre du poids avec une endométriose, mais il faut d'abord que l'endométriose soit, qu'il y ait tous les compteurs au vert, en fait. Ça, c'est ce que j'explique beaucoup aussi quand j'ai des consultations où il y a un objectif de soulager les douleurs et tout ce qui incombe tout autour. Et il y a souvent aussi l'objectif, j'ai envie de perdre du poids. Alors je leur dis, attendez, d'abord on règle tout ce qui est déréglé en fait au niveau de l'endométriose, donc au niveau hormonal, au niveau de l'inflammation. Et une fois que le corps il arrive un peu à souffler, ça y est, c'est bon, là il peut être justement apte à pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour partir dans une perte de poids. Ouais, ça c'est hyper intéressant puisque bon, on ne va pas se mentir, les patientes qui viennent consulter, souvent, c'est quand même un objectif assez principal de dire j'ai envie de perdre du poids. C'est ça. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il faut bien centrer les choses et directement leur expliquer attendez, la priorité là, ça va être peut-être d'avoir un meilleur transit, de soulager les ballonnements que vous pouvez avoir, de soulager vos douleurs et après, on envisage la perte de poids. Tout à fait. Voilà. Alors après, moi, ça, j'explique bien, c'est-à-dire que, comme je leur dis toujours, je ne connais pas votre métabolisme là d'emblée. Je ne sais pas non plus comment ça va se passer. Mais il arrive que des patientes aient besoin que le corps régule tout ce qu'il y a régulé avant avec l'endométriose. Puis ensuite, il est apte pour partir sur une perte de poids. Ou alors, j'ai des patientes où quand on commence à mettre en place les choses aussi pour soulager au niveau des douleurs, pour réduire l'inflammation, et ben en fait la perte de poids elle commence à se faire aussi. Parfois c'est tranquillou, parfois ça va être ça va bien suivre. Donc en fait voilà, c'est ce que j'explique dès le départ, c'est que j'ai pas de boule de cristal, je peux pas prévoir à l'avance, mais voilà, c'est ce que le corps de toute façon on peut pas le prévoir à l'avance, mais au moins elles sont prévenues en amont. Et après, l'avenir nous dira dans l'avancement de la prise en charge comment ça se passe. Ok.
Alors, on a commencé à parler des symptômes, donc tu parlais de fatigue. Est-ce que tu peux détailler les autres symptômes qu'on peut avoir quand on souffre d'endométriose ? Alors, les fameuses douleurs pelviennes qui ne sont pas forcément aussi tout le temps au moment des règles, qui peuvent être au moment de l'ovulation, mais ça peut être aussi même en dehors de ces périodes-là. Donc, c'est caractérisé parfois, ça peut être des coups de poignard ou des coups d'électricité, des décharges électriques qu'on ressent en fait dans le bas du ventre. Donc automatiquement ça épuise et ce qui explique en fait que le premier symptôme c'est la fatigue chronique en fait. Ensuite on va avoir nos fameuses douleurs, donc nos dyspareunies, c'est des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc parfois ça va faire mal à l'entrée au niveau du vagin, ça va faire mal au fond, ça va... Donc, ça va dépendre aussi de où les lésions sont placées, par exemple. On peut avoir aussi des troubles urinaires, parce que si c'est logé au niveau de la vessie, ça peut perturber. On peut croire aussi qu'on fait des cystites ou des infections urinaires à répétition. Et puis, ensuite, on va avoir aussi tout ce qui va être trouble du transit. Donc, on a des patientes qui peuvent être très constipées, comme d'autres où il peut y avoir beaucoup de diarrhée, alternance entre diarrhée, constipation. Voilà, c'est très compliqué aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'on apprend avec le temps à identifier les douleurs ? Alors, on apprend à les identifier, on apprend à identifier ce que c'est plus douleur d'endométriose, on va dire, au niveau pelvien, vraiment dans le bassin. Et quand on a mal au ventre, qu'il y a une diarrhée qui va arriver, au fur et à mesure du temps, c'est des choses aussi où on arrive quand même à faire la différence, là, pour le coup. Mais de toute façon, ils sont tous un peu liés dans tous les cas. Ok. Qu'est-ce que ça a comme retentissement sur la vie, en règle générale, l'endométriose ? Alors, ça a un énorme impact. Parce qu'en fait... tous ces symptômes-là font que y a un moment aussi, il y a de l'anxiété, il peut y avoir de la dépression aussi qui peut se mettre en place. Ça a un impact à la fois sur la vie professionnelle, comme la vie aussi, si on est en cours, qu'on va à l'école, qu'on rate des cours, si au niveau du travail on est souvent en arrêt, c'est vrai que ça impacte, c'est pas forcément apprécié aussi de l'employeur, donc ça émet aussi un stress, et le stress c'est très mauvais pour l'endométriose. Il y a un impact aussi sur la vie sociale, parce que, tiens, ce soir, mais je suis mal, je suis fatiguée, je suis pas bien, et ce soir, je suis invitée à une soirée. Bon, est-ce que je dis que je viens ? Si je viens, le problème, c'est que je vais pas être bien, et à chaque fois que je vais venir pour faire plaisir à mes amis, au bout d'un moment, ils vont me dire « Ah qu'est-ce que t'as ? T'es toujours fatiguée, t'as tout le temps mal. » Donc, c'est vrai que c'est des réflexions auxquelles l'entourage ne fait pas spécialement attention, mais qui deviennent blessants aussi au fur et à mesure du temps. Il y a donc l'impact en fait sur l'entourage, parce que l'entourage essaye d'être compréhensif, mais parfois on a des entourages qui ne sont pas du tout compréhensifs, et ça je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer dans ce genre de pathologie. Voilà, c'est d'avoir quelqu'un en face de nous ou plusieurs personnes qui disent c'est bon, tu dors et puis ça ira mieux quand tu te lèveras, mais en fait non, pas forcément. On peut faire une très bonne nuit. Et puis se réveiller encore avec beaucoup de fatigue. Oui, parce qu'en fait, la plupart des symptômes ne sont pas visibles, finalement, dans l'endométriose. Non. La fatigue... C'est une maladie, c'est un handicap invisible. Oui. Voilà. Est-ce que toi, tu as des petits conseils à donner, peut-être à l'entourage des personnes qui nous écoutent, justement pour accompagner au mieux une personne qui en souffre ? Oui, déjà c'est un petit peu de se renseigner sur la maladie, ce que c'est. Là dans le livre en fait que j'ai coécrit, le premier chapitre explique vraiment de façon alors très simple, hein. On n'a pas voulu mettre des mots scientifiques, etc. pour que ça soit abordable aussi même pour des adolescentes. Ouais, je confirme. Donc rien que déjà le premier chapitre permet aussi de dire ah ouais, en fait il y a tout ça. Et puis après d'en discuter, de communiquer aussi pour celle qui en est atteinte, de dire moi ça me blesse quand on me dit ce genre de choses, parce que ça va être compliqué. Oui, je suis fatiguée, mais en même temps les douleurs, quand on a des douleurs ou quand je sais pas, on a une grippe, etc., de la fièvre, ça épuise. Et en fait c'est un épuisement en permanence qu'on a avec des douleurs, même des troubles du transit, à force d'être tout le temps soit constipé ou en diarrhée, ça épuise aussi le corps, ça puise de l'énergie.
Donc voilà, d'essayer un tout petit peu de comprendre, de ne pas non plus se mettre à 100% à la place de la personne, mais d'avoir une compréhension sur la maladie où oui, parfois il y a de la fatigue, de peut-être un petit peu de se dire ce soir c'est bon, tu fais pas à manger, je m'en occupe, ou peut-être aussi de se partager les tâches à la maison, de communiquer et d'essayer aussi un petit peu de faire au mieux, de soulager. Alors ça va pas passer par dire comment dirais-je, ça peut être aller lui chauffer une bouillotte parce qu'elle n'est pas très bien et qu'elle a besoin, ou lui faire un thé par exemple, un petit thé, une petite boisson chaude. C'est ce genre de petites attentions qui font que on le remarque, et en fait ça peut tout faire parce qu'on sait qu'on a de l'attention, même si on ne peut pas aider physiquement, il y a des gestes qui peuvent aider. Ok, top. Si on fait le tour un petit peu des traitements là, qui existent actuellement, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, ça, c'est plus la partie médicale. Traitement hormonal d'emblée. Ouais. Donc, en général, la plupart du temps, c'est la pilule qui est mise en place. Et puis... enlève les règles, alors on continue ? Alors, la plupart du temps, c'est des pilules où justement... Alors, maintenant, il y en a des spécifiques, endométriose, etc. Mais après, c'est encore à adapter en fonction de la patiente, comme toute pilule, de toute façon. Donc, c'est une pilule en continu où l'intérêt, en fait, c'est déjà de stopper les règles. Parce que si on stoppe les règles, automatiquement, on évite aussi qu'il y ait une prolifération des cellules, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur. On les limite, mais elles sont encore présentes. Et puis après, on va avoir d'autres types de traitements où ça peut passer par des injections. Donc, dans tous les cas, c'est ce qu'on appelle en fait une ménopause artificielle. Une pilule en continu, c'est une ménopause artificielle. Et après, ça peut être des injections aussi qu'on peut faire régulièrement, mais c'est toujours additionné avec d'autres choses. Donc là, c'est moins ma partie, mais c'est toujours bien aussi de savoir quel type de traitement la patiente elle a, à quel moment elle l'a initié. Est-ce qu'elle a ressenti aussi un confort, un meilleur être en fait au global, parce qu'il y a des patientes qui vont dire là je suis trop douloureuse, je pars dans le traitement, et puis il y en a d'autres où elles veulent rien prendre du tout parce qu'elles savent qu'elles sont sensibles sur le côté hormonal, que par conviction, elles n'ont pas spécialement envie et besoin, enfin voilà. Donc ce qui fait que ça, c'est des choix où, elles vont avoir leurs règles, mais on va quand même adapter les conseils et mettre en place ce qu'il faut. De toute façon, que ça soit dans l'un des deux schémas, il faut que ça soit quelque chose qui convienne à la patiente. Et on n'a pas spécialement d'avis à avoir là-dessus. Elles peuvent faire des essais, voir si ça les convient ou pas, et puis après, c'est elles qui décident. Ok. Voilà. Endométriose et grossesse, c'est compatible ? Oui, bien sûr. Tout de suite, on associe tout de suite à de l'endométriose, donc tu ne peux pas avoir d'enfant. Alors, qu'on remette un peu les choses dans leur contexte. Moi, j'ai un médecin qui m'a très bien décrit les choses une fois, quand il m'a fait une écho, et qui m'a dit, écoutez, moi, je pars du principe, alors il a bien dédramatisé le truc, et bien, ça fait du bien, des fois. Ouais, ça fait du bien. Elle dit, moi, écoutez, j'en ai vu plein des patients qui ont de l'endométriose. En plus, il y avait de la bouteille, parce qu'il est parti à la retraite il n'y a pas longtemps. Et donc, il me dit, écoutez, moi, je pars du principe que les patientes, les femmes, peuvent avoir des enfants entre 12 et 45 ans, à peu près. Il dit, vous savez, des femmes qui ont de l'endométriose, j'en ai vu plein. J'en ai vu qui ont eu très facilement des bébés, qui en ont eu plein. D'autres où effectivement, il y avait des lésions, c'était un peu plus compliqué, mais elles ont réussi à en avoir. Donc il m'a dit, vous savez, au final, il n'y a pas d'inquiétude non plus à avoir là-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, l'endométriose, en fonction des lésions, etc., ça peut impacter sur la fertilité. Mais il faut savoir qu'en fait, dans toutes ces femmes qui consultent pour des problèmes pour l'infertilité. Donc, pas forcément celles qui ont de l'endométriose. Mais en fait, c'est à peu près, on estime, c'est entre 20 et 40, 20-30% à peu près de ces patientes-là qui ont de l'endométriose. Donc en fait, le chiffre, il est encore plus réduit. Voilà. Donc si on part d'emblée en disant « Oulala, j'ai de l'endométriose, je ne pourrai jamais avoir d'enfant », faut pas partir là-dedans parce qu'on n'en sait rien en fait. On ne sait pas. C'est bien de dédramatiser les choses. Voilà. Il faut surtout avec cette maladie-là où quand ça nous tombe dessus,
Voilà, il faut bien dédramatiser, ne pas culpabiliser, que ce soit même pour les mamans, parce que les mamans qui ne sont pas atteintes d'endométriose et qui apprennent que leurs filles ont de l'endométriose, elles culpabilisent. Enfin, toutes les mamans que je vois en consultation avec leurs filles, elles culpabilisent. Et ça a été le cas de ma maman aussi quand j'ai eu mon diagnostic, alors que j'avais 29 ans. Elle me dit, oh là là, si j'avais su. Mais non, en fait, c'est pas grave. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Ok, c'est intéressant ça. Les mamans qui nous écoutent, il y a peut-être aussi des petits conseils que tu peux leur donner si elles voient que leurs filles ont des règles très douloureuses. Il faut vraiment les inciter à consulter le plus tôt possible alors. Il faut consulter, même si, parce que des fois j'ai des mamans qui me disent j'ai hésité à ce qu'elle aille consulter un gynéco parce qu'elle était jeune, à 14 ans, encore vierge, mais c'est pas une question d'avoir encore ou pas sa virginité, c'est d'aller voir un gynéco parce qu'il y a un problème qui est effectivement d'ordre gynécologique. La seule chose qu'il ne va pas pouvoir faire, c'est l'examiner. C'est juste ça. Mais après, sur la symptomatologie qui est décrite, effectivement, ça peut être... un gynéco peut être consulté aussi dans ce cadre-là. Très tôt, en fait. Ouais. Ok. Top. Merci déjà pour tous ces conseils. Allez, on va parler maintenant de la prise en charge diététique. Oui. Donc, on a dit tout à l'heure qu'une patiente peut arriver, pas nécessairement en te disant « je veux perdre du poids », mais en te disant « voilà, je suis atteinte d'endométriose, je souffre au quotidien, j'ai des ballonnements par exemple, ou j'ai vraiment un mauvais transit ». Donc, on est bien d'accord que ça peut être aussi un motif de consultation. Bien sûr, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont liés à l'endométriose, mais qui en découlent ? Parfois, c'est plutôt rare parce que ce qui fait qu'elles viennent consulter une diète, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de troubles digestifs. D'accord. Ça arrive où, moi j'en ai, elles sont très douloureuses, mais il n'y a pas spécialement de problème sur la digestion. Voilà. Alors, ça vient pas forcément des lésions, c'est-à-dire que les lésions, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau digestif qu'il n'y a pas de symptômes digestifs. C'est-à-dire que quand la lésion elle est à un endroit, la douleur elle va aussi un petit peu irradier ce qu'il y a autour. Donc c'est ça qui peut parfois aussi provoquer des troubles digestifs, là pour le coup. Donc elle consulte la plupart du temps, effectivement, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de soucis au niveau digestion. Donc en fait, toi concrètement, la perte de poids, c'est pas du tout dans les premiers motifs que tu peux rencontrer. Non. Alors, il y a l'endométriose qui est prioritaire et elle l'évoque pas très longtemps après, quand on commence à un petit peu aborder la chose, qu'est-ce qui fait que vous venez me consulter, j'aimerais bien aussi en même temps perdre du poids. Voilà. Donc, on va dire, dans les consultations que je fais, on va dire que ça représente quand même, il y a 70-80% des patients qui consultent pour de l'endométriose qui ont aussi un objectif de perte de poids. Et quelle place tu donnes à ce poids ? Est-ce que tu les pèses ? Est-ce que tu leur demandes de se peser ? Comment ça marche ? Alors, sachant que quand j'étais en cabinet, je pose toujours la question. J'avais pas une balance hyper performante, une balance toute simple. C'est soit elles ont envie de se peser, soit elles se pèsent pas. Parce que ça, je n'impose pas. Et pour les consultations en visio, en général, elles savent à peu près leur poids. Donc, elles ont le poids ou alors elles me disent ça fait longtemps que je ne me suis pas pesée. Je dis, c'est pas grave. On aura un indicateur, c'est les vêtements. Voilà. Okay. Faut pas. Dans mes prises en charge, je ne mets pas la pression à ce niveau-là. Si je vois que la patiente, elle est pas trop chaude, qu'elle n'a pas de balance à la maison ou que elle a peur de la balance, on va pas insister là-dessus. Mmh. Donc tu te dédramatises aussi énormément. Beaucoup. Comment tu peux gérer ça justement ? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez central ce poids. Imagine ta patiente, elle se pèse juste avant la consulte à la maison. Elle te dit oh, mais là, Anne-Charlotte, ça va pas du tout. Je fais vraiment ce que tu m'as dit depuis notre dernière consulte et j'ai pris 2 kilos. Vraiment, je comprends pas. Nous, on le comprend évidemment parce qu'il y a tout ce processus d'inflammation dont tu as parlé. Comment est-ce que toi, tu amènes les choses avec elle, justement ? Alors, ça va dépendre aussi de comment elle a passé ces derniers jours, sa dernière semaine. Est-ce que déjà, si elle est en traitement hormonal, du coup, il n'y a pas de règles, mais si elle n'est pas en traitement, est-ce qu'elle a eu ses règles ? Parce que ça joue aussi. Ensuite, donc, ça va dépendre de ce qu'elle aura mangé, comment ça s'est passé, et savoir aussi... au niveau de l'environnement extérieur, est-ce qu'il y a du stress en ce moment ?
Est-ce que ça va dans la famille? Est-ce que ça va au niveau relations sociales? Est-ce que ça va au niveau professionnel? Parce qu'en fait, voilà, s'il y a une prise de poids, de toute façon, c'est forcément dû à quelque chose. Ok. Donc encore une fois, tu dédramatises énormément. Ouais. Le poids n'est pas central dans tes consultations. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Et il faut être aussi très consciente que le poids peut quand même fluctuer énormément. Évidemment, j'imagine que si tu es en pleine crise... Pas forcément. Non ? Pas forcément. Et en général, elle ne se pèse pas dans ces moments-là. Okay, donc elles le savent et elles évitent. Ouais. Non, elles sont plutôt couchées. Et, non, elles laissent passer les choses. Et non, pas trop. Et après, elles le savent. Elles savent que là, j'ai pas été très bien. J'ai une endobélie, donc c'est le fait aussi d'avoir le ventre gonflé. Voilà, c'est... gonflé, alors ça peut être ballonnement, ça peut être effectivement la contraction utérine qui fait que en fait ça irradie tout et on est sur un ventre de femme enceinte de 5-6 mois par exemple. Ouais. Ok, donc ça c'est aussi intéressant parce que il peut y avoir un sentiment de honte, j'imagine, chez ces femmes-là aussi, parce que c'est pas évident de s'assumer, de sortir avec les vêtements qui du jour au lendemain peuvent nous serrer davantage. Ouais. Donc, je trouve que c'est bien d'aborder aussi ce sujet, puisque je sais, parce que je te suis, qu'il y a une marque de vêtements que tu affectionnes particulièrement. Et qui me dépanne beaucoup. Et qui est spécialisée pour tout ce qui est trouble, d'après ce que je... Non, elle n'est pas spécialement spécialisée, mais c'est des vêtements qui sont quand même assez... ample, là pour le coup, c'est un peu stretch, donc qui sert pas en fait. Et ça peut être à la fois, on peut les mettre à la fois si on veut rester en mode cocooning à la maison, mais ça peut être aussi en version habillée, voilà. Ça c'est bien, parce qu'on n'est pas dans une tenue avec des pantalons qui vont serrer. De toute façon, dans ces périodes-là, il faut pas. Mmh. Donc, c'est un bon conseil aussi, de ne pas hésiter à mettre des vêtements plus amples qui vont pas nous comprimer, quoi. C'est ça, parce que là, si on serre trop au niveau du ventre, ça ne va pas nous aider sur la digestion. Okay. Alors, pas du tout. Quelle attitude doit avoir un diète en pro de santé qui prend en charge des personnes qui souffrent d'endométriose? Alors ça, c'est une très très bonne question. Alors, première chose qu'il faut prendre en compte dans l'attitude qu'on a, c'est que c'est des patientes qui ont quand même... Donc, il y a quand même une errance médicale qui est quand même assez importante. On parle effectivement en moyenne de 7 ans. En général, on est sur beaucoup plus. Honnêtement, les patientes qu'on reçoit, c'est facile 15-20 ans parfois, quand même. Donc, une errance médicale où pendant des années, on leur a dit « Mais madame, vous avez rien. Oui, c'est normal d'avoir mal ou c'est dans votre tête. » Donc, pas d'écoute pendant des années. Le diagnostic tombe, soulagement, ok, j'ai réponse à mes questions. Donc, maintenant, en fait, elle tombe aussi sur quelqu'un qui a pu écouter leurs mots. Donc, c'est quelque chose sur lesquels elles vont être un peu plus sensibles aussi par la suite, sur la prise en charge de leur endométriose. Donc, ça veut dire que si elles tombent aussi sur un professionnel qui n'a pas une écoute active, ça va pas forcément passer, ou elles vont pas se sentir à l'aise, et ça sera peut-être aussi un motif auquel elles vont pas spécialement reconsulter. Cette écoute active, elle passe par le fait de savoir vraiment son mode de vie, que ça soit professionnel mais aussi familial. Parce que mettre en place une alimentation qui puisse la soulager au niveau de ses douleurs, il faut que ça soit facile. Alors moi je suis très pratico-pratique, il faut que ça soit facile dans leur vie de tous les jours. Pas une contrainte supplémentaire. Faut pas que ça soit une contrainte supplémentaire. Faut pas non plus leur dire d'emblée, faut que ça soit restrictif. Non, c'est de voir un peu, l'état des choses, comment elles se sentent, comment elles sont. Ce qui va être aussi important, c'est quand on va mener surtout une première consultation, quand on reçoit ces patientes-là, c'est de savoir comment elles se sentent au niveau de leur douleur, au niveau de leur fatigue. De faire un point quand même sur le transit aussi, et puis aussi sur le stress. Parce que le stress, ça d'emblée, si elles sont très stressées, les douleurs, elles flambent. Ça nous fait flamber de toute façon l'inflammation. Donc automatiquement, c'est de savoir aussi dans quel état elles sont à ce niveau-là. Il faut quand même avoir ces composantes-là en tête, d'essayer de cibler aussi à quel moment elles ont été diagnostiquées. Qu'est-ce qui fait que là, à l'heure actuelle aussi, elles consultent là aujourd'hui et que ça n'a peut-être pas été maintenant, ou alors après, des fois, le diagnostic vient d'être posé, et donc du coup, elles sont tout de suite orientées, et ça, c'est génial.
Il y en a certaines, elles ne vont pas consulter tout de suite parce qu'elles ont entendu que peut-être que l'alimentation pouvait faire quelque chose. Voilà. Donc, de cibler un petit peu ça. Si on est formé, c'est très bien, mais d'avoir ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire que, il y a la vie de famille qui fait, mais moi, en fait, le soir, faut pas que ça me prenne diplôme. Donc, de donner des solutions, des astuces aussi, pour que ça puisse s'intégrer dans leur vie de tous les jours. Sinon, elles vont lâcher. Ça, c'est clair et net. Donc, ça va être très important. J'ai des patientes qui me disent, mais moi, j'adore manger de la viande rouge 5 fois par semaine. Ok. Bon, écoutez, je vais pas vous dire, en fait, qu'il faut que ça soit plus du tout. Mais pour l'instant, on va peut-être se dire, est-ce que 3-4 fois dans la semaine, ça vous semble possible ? Est-ce que ça peut être atteignable ? Et puis en général, elle me dit, oui, c'est bon, je peux. L'objectif final, c'est qu'il y ait une autonomisation sur l'alimentation qui pourra la soulager. Donc l'intérêt, c'est pas de l'avoir tous les 15 jours ou tous les mois, mais c'est de l'aider étape par étape à arriver sur cet objectif final. Voilà, ça, c'est toute l'attitude qu'il faut avoir, c'est qu'il faut vraiment avoir de l'écoute. Ne pas montrer aussi qu'on bâcle les choses. Elles ont besoin d'avoir cette écoute-là et c'est ce qui fait qu'après, derrière, elles vont nous reconsulter aussi. D'accord. Donc, écoute active, bienveillance. Je pense que ça, c'est vraiment primordial. C'est important. Des conseils hyper pratiques à leur donner aussi, que ce soit au moment où elles vont mieux et au moment où elles vont moins bien. Donc, je rebondis sur ton exemple de viande rouge, peut-être lui dire, bon, écoutez, la viande rouge, quand vous sentez que vous êtes douloureuse, on évite, mais finalement, c'est un peu du bon sens et comme ça va la soulager, à ce moment-là, c'est plus facile à mettre en place aussi. Après, on peut très bien dire, faites un test pendant une semaine. Vous essayez pendant une semaine, puis vous voyez ce que ça donne. C'est juste une semaine. Donc, en fait, on peut leur proposer pas mal de choses. Et en général, elles sont plutôt satisfaites de voir qu'on... Voilà, en fait, ce qui fait très peur, c'est le restrictif. C'est ce qu'elles ont lu sur Internet, sur des forums. Et donc, en fait, elles se disent, oulala, ça va pas du tout, en fait, se mettre en place dans mon quotidien, en fait. Mmh. Toi, tu peux les recevoir une fois par semaine au début. Comment tu fais ça ? J'imagine que ça dépend de la personne, mais allez, quand tu sens qu'il y a vraiment une vraie souffrance, tu peux... Alors, sur ces formes de prise en charge, de prise en soin, en fait, une première consulte, déjà, ça dure un bon moment. Moi, je conseille toujours de les revoir à peu près entre 1 mois et demi max, juste après. Parce qu'en fait, le temps qu'elles lisent aussi les documents qu'on a vus ensemble, de savoir par quoi elle allait pouvoir commencer aussi, parce que l'intérêt, c'est de se fixer des objectifs qui soient atteignables. Et après, c'est pas grave si on n'a pas réussi à faire un petit objectif qu'on avait fixé ensemble. Et se dire, la prochaine consultation, on va faire un état des lieux de comment ça s'est passé entre la première fois et là, le moment où on se revoit. On ne sait pas non plus ce qui s'est passé entre ces 2 consultations. Donc, du coup, l'état des lieux, de savoir ce qu'elle a réussi à mettre en place, ce qui n'a pas été, ce qui a été le moins bien, en fait. Et puis, en fonction de ça, en fait, on va revoir un petit peu comment. Donc ça, c'est en fonction des patientes. Ça, c'est elles qui vont un petit peu décider. On va dire que sur un accompagnement pour pouvoir les aider à mettre en place une alimentation thérapeutique comme ça pour les soulager, il faut compter à peu près, on va dire, 3-4 consultations qui se déroulent sur l'année. Certaines vont avoir besoin d'avoir une régularité tous les 1 mois et demi, à peu près. Et puis, d'autant plus s'il y a après un objectif de perte de poids. Ça sera peut-être un peu plus rapproché. Pour celles qui ne l'ont pas, l'intérêt, c'est pas de les garder en accompagnement à vie, mais c'est de les pousser vers la sortie en disant ça y est, c'est bon, tout est ok, vous pouvez y aller, vous avez réussi à bien connaître votre corps, vous avez bien ciblé en fait les aliments qui passaient moins bien, ceux qui provoquaient un peu plus au niveau des crises. Donc c'est vraiment cette autonomisation sur leur pathologie, sur leur corps et sur l'alimentation. D'ailleurs, dans ton livre, j'ai lu, et je trouvais ça super intéressant, cette mise en place d'un carnet alimentaire. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ? Alors, ce fameux carnet alimentaire, il peut être très bien... Alors, il ne faut pas que ça soit contraignant.
Attention, moi j'ai des patients qui me disent si j'ai besoin de tout noter pour savoir ce que je mange. Alors l'intérêt de ce carnet, c'est de se dire je note juste mes repas et puis je note aussi un petit peu mon humeur du jour. Est-ce que j'étais très fatiguée ? Ah bah tiens là j'ai eu une diarrhée, j'étais pas bien, c'était après tel repas. J'ai eu une contrariété aussi, donc ça de le noter. Et ce qui fait qu'en fait ça va nous permettre, ah bah tiens ce jour-là j'étais aussi très fatiguée. Et puis le lendemain, j'avais des douleurs. Ça va nous permettre en fait de savoir, de mieux cibler des intolérances, savoir quel aliment va faire que là, je suis complètement détraquée. Ah oui, effectivement, j'ai refait un repas où il y avait aussi cet aliment-là. Bon, je vais juste le consommer, voir ce que ça donne. Ça me donne des douleurs, ou je suis pas bien derrière, ou je suis très fatiguée. Bon, du coup, hop, je sais que je peux le mettre de côté. Voilà. Ça permet de faire des liens, de mieux se connaître aussi. C'est ça. C'est important, Ouais. Ok. Est-ce que tu travailles avec d'autres professionnels Alors oui, beaucoup. Parce qu'en fait, l'endométriose, il faut que ça soit une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, certes, il y a le gynéco qui a toute sa part qui est très importante. Pour certaines patientes qui ont des difficultés aussi sur l'intensité de la douleur, parce qu'attention, l'intensité de la douleur est variable d'une personne à l'autre de façon générale et encore plus aussi dans l'endométriose. On ne peut pas comparer une endométriose à une autre. Voilà, c'est une femme, une endométriose. Ça, il faut bien se mettre ça aussi en tête. Donc du coup, il y a le médecin de la douleur qu'on peut aussi aller voir parce que lui, il va amener peut-être certains traitements qu'il va adapter aussi. Et puis après, le tout, c'est de faire aussi des points réguliers avec lui. Et ce qui va automatiquement conseiller, ce que moi je conseille fortement aussi à mes patientes, quand elles sont très douloureuses au niveau du bassin, c'est de faire de la kiné. Alors de la kiné, donc c'est de la rééducation périnéale, qui est très importante parce que qu'il y ait eu une intervention chirurgicale, ou même s'il n'y a pas d'intervention chirurgicale, en fait ce qui se passe, c'est que les lésions, quand elles sont inflammées, ça fait mal, on va les contracter en fait. Cette contraction va faire que ça va un petit peu aussi irradier tout autour, tout ce qu'il y a, les tissus, les organes. Et en fait, plus ça va irradier et plus on aura en fait un bassin qui va être, ça va être de la pierre et en fait on sera hyper douloureuse. Et donc l'intérêt de la kiné, c'est d'aller justement aller assouplir tous ces endroits-là, d'apprendre à se détendre, à se reconnecter aussi au niveau de son bassin. Donc ça, de la rééducation de kiné, il faut absolument la faire. C'est aussi en lien avec l'ostéopathe. Donc l'ostéopathe, d'aller le voir 2 fois dans l'année. Il n'y a pas besoin non plus que ça soit tous les mois. Mais de rééquilibrer, voilà, parce que le plus souvent, c'est des décalages de bassin, des choses comme ça qu'il faut remettre aussi en place. Et puis après, s'il y a des dyspareunies, donc des douleurs au niveau des rapports sexuels, il y a aussi de la rééducation qui peut se faire avec des sexologues. Alors c'est encore mieux s'ils sont spécialisés en endométriose. Mais comme ça, il y a des exercices aussi à faire de pratique. Et ça aide beaucoup parce que je suis en partenariat aussi avec une sexologue qui est vraiment spécialisée en endométriose. Et ce qui est génial, c'est qu'elle m'envoie des patientes et moi, je renvoie aussi des patientes. Et en fait, on voit l'évolution au fur et à mesure du temps. Et que c'est un accompagnement qui n'a pas besoin d'être à vie. Au niveau de la santé mentale, je pense que tu ne vas pas me contredire si on sent que notre patiente, elle est vraiment en souffrance d'orienter vers une psy. Oui, tout à fait. Et il faut le faire. Il faut le faire. Parce que le problème, c'est que si on ne part pas sur un accompagnement avec un psychologue, on ne va pas non plus améliorer ses douleurs. L'anxiété, la dépression accentuent en fait l'inflammation. Ça, c'est indéniable. Donc, il faut se faire aider, il faut l'accepter. C'est une forme de médicament. Ce n'est pas un médicament qui va impacter sur l'organisme et donner des effets secondaires. C'est une autre forme de médicament qu'on a besoin d'avoir à un moment de sa vie. Voilà. Ouais. C'est très utile de le rappeler. Oui. Parce que, il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à aller consulter. Et puis, je trouve que c'est bien de le dire. Et il faut le dire. Je fais un petit lien. Donc, tu parlais kiné, ostéo. La place du sport avec l'endométriose, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Il faut en faire.
Alors, pas aller courir un marathon tous les jours, hein, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de bouger. Alors, ça, de toute façon, ça fait partie des recommandations de base, hein, même les prescriptions maintenant, voilà. Donc ça, il faut. En fait, ce qui va se passer avec l'activité physique, c'est que pareil, ça va aussi sécréter ce qu'on appelle des endorphines, et nos fameuses endorphines vont nous permettre aussi de soulager les douleurs. Donc, que ça soit même histoire de bouger, alors même si on n'est pas très sportif, on peut très bien faire un petit peu du pilates ou des choses, des étirements qui ne demandent pas un effort spécifique, mais qui en plus vont pouvoir soulager. Et puis après, ça peut être de la marche, hein, tout simplement, d'aller au moins prendre l'air, de s'aérer également. Ok. Voilà. Imagine, on a une patiente en pleine crise. Bon, ouais. Je pense que tu me diras que ça dépend de l'intensité des douleurs, mais est-ce que ça peut avoir un intérêt d'aller marcher alors qu'on a mal ? Alors, effectivement, ça va dépendre du type de crise, de l'intensité. Alors, il est possible de faire plutôt des étirements dans ces moments-là. Voilà. Mais honnêtement, aller courir, non. Parce que courir, ou alors peut-être qu'éventuellement aller à la piscine, mais bon, si on a un ventre gonflé, on va pas avoir envie d'aller à la piscine. Mais ça, c'est, on va dire, des activités douces qui peuvent aussi soulager en même temps. Voilà. Okay. Si c'est du travail sur la respiration, ça va aussi aider là pour le coup. Donc après, faut pas non plus partir dans un renforcement musculaire, quelque chose de très intense, du squash, des choses comme ça, alors qu'on est douloureuse. L'énorme douleur, surtout les crises comme ça cause une très grosse fatigue aussi à côté. Donc on n'a pas forcément l'énergie pour justement faire une séance de sport où on va beaucoup se dépenser. Ok. Est-ce que le sommeil peut être perturbé quand on souffre d'endométriose ? Alors oui, ça peut être perturbé. On peut avoir des réveils nocturnes dus aux douleurs. D'accord. Donc c'est pour ça que l'alimentation va pouvoir aider quand même à réguler ces choses-là. Et puis, c'est de savoir un petit peu quelle est la routine de la patiente. Est-ce qu'elle est stressée aussi ? Donc à ce moment-là, peut-être on va lui conseiller des choses pour aider à mieux gérer son stress, quitte à le faire avant de se coucher, par exemple, pour initier en tout cas à ce que le sommeil s'installe, la mise au sommeil se mette en place. Et puis de toute façon, après, c'est de voir aussi un peu dans sa vie quotidienne, est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'activité physique, parce que ça induit quand même une fatigue, la bonne fatigue, mais qui va permettre justement de pouvoir établir un meilleur sommeil. Le fait de bien s'hydrater sur la journée aussi, ça va aider. C'est des choses basiques, mais des fois qui ne sont pas forcément mises en place. Et si effectivement le sommeil est encore perturbé, il va falloir quand même un petit peu plus approfondir. Mais oui, ça peut être effectivement perturbé par l'endométriose. Ok. Donc vraiment un gros retentissement quand même sur la vie de manière générale et sur l'énergie que tu peux avoir au quotidien en fait. Ok. Alors le titre de ton livre c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Donc venons-en au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est l'alimentation anti-inflammatoire ? Alors, anti-inflammatoire, parce qu'en fait, il existe plein de pathologies qui sont inflammatoires. Et l'endométriose, justement, fait partie aussi de ces différentes maladies inflammatoires. Mais en plus de ça, on a l'activité hormonale qui joue sur cette inflammation. Donc l'intérêt de cette alimentation, ça va être déjà de réduire le terrain inflammatoire, ça c'est une première chose. Et quand on l'adapte aussi par rapport à l'endométriose, l'intérêt c'est de pouvoir mieux réguler l'activité des œstrogènes, parce que c'est eux qui induisent en fait une remontée des douleurs si justement l'activité est plus importante. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est aussi d'abaisser cette activité œstrogénique. Et donc, ce type d'alimentation va pouvoir jouer sur différents axes. On a des aliments inflammatoires et d'autres qui vont aider. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite liste de ce qui va nous aider ? Alors, les aliments anti-inflammatoires. Alors, pour ce qui est anti-inflammatoire, la première chose que je conseille, surtout si les patientes elles ont des difficultés à l'intégrer dans leur alimentation, c'est les légumes cuits. Okay. Alors, les crudités, oui,
mais comme elles font beaucoup de diarrhée ou sont souvent constipées, le cru, c'est sûr, ça va apporter des antioxydants, vitamines, des minéraux, etc. Mais on va pas, on va leur dire de ne pas forcément accentuer sur ce côté-là, plus sur le versant cuit, parce qu'en fait, les phytoœstrogènes qui sont contenus dans nos fameux légumes, donc phytoplantes œstrogènes, donc en fait, ces phytoœstrogènes ressemblent à nos œstrogènes endogènes, donc fabriqués par le corps. Mais en fait, ils ont une activité qui est beaucoup plus basse, en fait. Et donc, l'intérêt de ces phytoœstrogènes, c'est d'aller se mettre sur les récepteurs de nos cellules, à la place de nos œstrogènes endogènes. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre d'abaisser l'activité œstrogénique. Donc, on diminue aussi notre imprégnation œstrogénique. Le fait aussi que ça soit en version cuite, ça va beaucoup aider au niveau du transit et diminuer les ballonnements. Donc ça, c'est un truc d'emblée à essayer de mettre en place ou d'éduquer en fait la patiente à mettre en place petit à petit ou de lui trouver des solutions, des petites choses, voilà, de l'aider à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir quand même sur le fait les fameux oméga-3. Donc les oméga-3 qu'on retrouve dans tout ce qui est poisson gras, dans certaines huiles végétales aussi, comme l'huile de colza, de lin, l'huile de noix aussi. Ça va avoir un intérêt de vérifier qu'elle ait un bon apport quand même quotidien. Alors, par rapport au poisson gras, on reste dans les recommandations à une consommation une fois par semaine. Ça suffit. Mais qu'elle ait aussi son apport via les huiles végétales en consommation crue de façon quotidienne. Ça va pas mal nous aider sur le terrain inflammatoire. Ensuite, on va avoir, on aura tout ce qui est des épices, des aromates. Donc, on aura la cannelle, le thym, le romarin, le curcuma aussi. Ça sera à mettre un petit peu régulièrement dans son alimentation. Pas non plus. De toute façon, il ne faut pas non plus que ça soit en excès. Un excès d'oméga 3, ça ne va pas non plus être l'idéal. Parce que là, sur des études un peu plus récentes, ça peut plutôt avoir un effet plutôt négatif. Donc, il ne faut pas surcharger les choses, ça c'est sûr et certain. Tu ne vas pas complémenter systématiquement une patiente qui est en oméga 3? Pas forcément, non. Pas forcément. Parce que voilà, s'il y a un apport trop important... Non, c'est pas non plus ce qui est conseillé là pour le coup. Et puis après, ça va aussi surtout de faire en sorte qu'elle essaye de consommer des produits les plus bruts possibles, les moins travaillés, le moins de produits industriels également, parce que de toute façon c'est comme tout, hein, tout ce qui va être additif, tout ça, ça va altérer aussi au niveau microbiote, et donc ça va pas nous arranger aussi pour la suite des choses. Et puis on a aussi le fait de limiter un petit peu, alors de varier tout ce qui va être au niveau féculent, produits céréaliers, de pas non plus avoir une très grosse quantité de gluten dans la journée. C'est pas de le supprimer. Il y a des patientes en fait qui auront une hypersensibilité au gluten, où effectivement d'emblée dès qu'elles vont en consommer, elles ont un seuil de tolérance qui est quand même assez sensible. D'autres patientes où elles me disent à ce moment j'ai quand même des douleurs, je comprends pas, pourtant je fais comme ce que vous me dites, je mets des légumes, je vais mais là en fait il y a du pain, il va y avoir des pâtes, il va y avoir beaucoup de choses à base de gluten dans la journée, et donc effectivement ça peut être ça aussi, alors pas forcément des douleurs, mais qui peut augmenter sa fatigue par exemple, ou inversement elle peut avoir beaucoup de douleurs mais pas forcément de la grosse fatigue, et pas forcément avec des douleurs au niveau transit, pas forcément des troubles. Donc voilà, savoir un petit peu si on n'est pas non plus sur des grosses quantités à ce niveau-là. Voilà. Donc ça va être très important sur ce qui va être à privilégier. Ok. Qu'est-ce que tu penses du lactose ? Alors, par rapport au lactose, dans l'endométriose en tant que telle, c'est une intolérance qui, de toute façon, au sucre du lait, qui est complètement à part et qui n'impacte pas en fait sur l'endométriose. C'est pas ça qui va provoquer une crise. Si on est sensible au lactose, c'est qu'en fait, on a une intolérance au lactose. Il faut savoir que les patientes qui sont atteintes d'endométriose, il y a quand même un très gros pourcentage, je dirais quand même un bon 90-95%, qui ont le microbiote qui est déséquilibré. Et donc, la plupart du temps, il y a souvent une intolérance au lactose qui est quand même présente. Donc, on ne va pas être sur quelque chose où il faut limiter le lactose. Par contre, il va falloir faire attention, c'est sur la consommation de produits laitiers d'origine animale. Il n'y a pas que tout ce qui est à base de lait de vache, il y a aussi chèvres, brebis, etc.
c'est tout simplement en fait par rapport aux perturbateurs endocriniens. Donc tout simplement parce que alors, les produits laitiers d'origine animale, on conseille de les limiter. 2 max à peu près par jour, en comptant la portion de fromage. Il ne faut pas l'oublier. Parce que voilà, si on prend des yaourts, des choses comme ça, ce qu'on conseille, c'est d'essayer de les prendre maigres, 0% de matière grasse. Parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens, la bête, quand elle mange, elle broute l'herbe, il peut y avoir des sols pollués, alors soit par l'humain, mais sols pollués naturellement. Et ce qui fait qu'en fait, ces perturbateurs endocriniens, de façon très grossière, ça va se loger dans le gras de l'animal. Donc c'est pour ça qu'on conseille d'être plutôt limité. La portion de fromage, honnêtement, c'est pas pour une portion qu'on recommande 30 grammes par jour que c'est ça qui va faire que. S'il y a une hypersensibilité au yaourt d'origine animale ou quand on consomme du fromage, c'est que là, c'est plus une hypersensibilité aux protéines laitières, donc aux caséines. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut quand même veiller à avoir un bon apport aussi en calcium et donc de compenser. De toute façon, on a d'autres aliments qui peuvent compenser à côté de ça. De toute façon, c'est une consommation de légumes. Il y a certaines eaux aussi où il y a du calcium. Donc ça là-dessus. Et puis maintenant, il faut aussi des préparations à base de jus végétal où il y a un enrichissement en calcium. Donc au final, on n'est pas perdu. Ok. Donc on ne les supprime pas pour autant, donc c'est bien ce que tu disais, 2 par jour. Voilà. Ça, je pense que ça peut être rassurant aussi, parce que parfois on a tendance à dire il faut que j'arrête absolument le gluten, le lactose, et ça génère du stress quand même chez les patientes. Parce que voilà, dès qu'elles en mangent un petit peu, elles ont l'impression que c'est la fin du monde. Donc en fonction de sa tolérance, donc voilà, apprendre à s'écouter. On en revient au journal alimentaire, au carnet alimentaire dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. De réussir à décortiquer si on avait plus mal, moins mal, ou, voilà. Donc ça, c'est intéressant. On parlait de la viande rouge tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur ça ? Alors la viande rouge qui est pro-inflammatoire, donc là, il faut vraiment faire attention parce qu'on a automatiquement un terrain inflammatoire qui va être bien augmenté. Alors, ça va dépendre des patientes. Des fois, elles vont consommer de la viande rouge. Alors, soit elles vont être très, 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 très fatiguées, ou alors d'autres où ça va leur donner des douleurs extrêmes. Alors, je prends pour mon cas personnel, je suis très fatiguée pendant 2-3 jours et après, j'ai des douleurs et des saignements. Il y en a d'autres, ça ne sera pas du tout caractérisé de cette manière-là. Quand tu manges de la viande rouge ? Ouais. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est bien si effectivement, alors si on adore ça, on essaye de réduire, on fait peut-être un essai sur une semaine, comme ça on peut voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, moi j'adore la viande rouge, mais ce qui fait qu'effectivement, ma consommation a fortement été réduite parce que derrière, c'est... Ouais, mais je sais que derrière, je vais avoir mal. Donc, quand j'en mange, je me dis, je ne vais pas être bien pendant une semaine après derrière. Donc, qu'est-ce que j'ai sur la semaine qui suit ? Voilà, si j'ai envie de me faire plaisir, je vais quand même le faire. Et c'est ce qu'on explique aussi dans le bouquin avec Céline. C'est que Céline, elle adore aussi la viande rouge. En plus, pour être chef de cuisine. Les steaks tartare, voilà, c'est son petit péché mignon. C'est pas grave, elle va le prendre. Mais derrière, elle sait que, bon, il va falloir revenir sur des choses qui sont anti-inflammatoires, qui vont pouvoir apaiser là pour le coup. Voilà. Ok. Donc, viande rouge pro-inflammatoire, produits laitiers, on a dit que ça dépendait, mais qu'il fallait se limiter à 2. Voilà, Sans surprise, bon, je me doute que tu vas dire sur tout ce qui est acides gras, transformés. Voilà. Ça, on essaye d'éviter aussi. Ouais. Tout ce qui est... Alors, en plus, ça, les acides gras saturés, on en retrouve dans pas mal de choses. Et c'est souvent dans des produits qui sont transformés, des choses industrielles. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter de toute façon dans ce type d'alimentation. De toute façon, c'est d'être sur une alimentation qui soit avec le moins de produits transformés. Parce que sur ces produits transformés, en plus de ça, il y a des ajouts d'additifs. Ces additifs, il y en a certains qui vont altérer au niveau de la digestion. Donc, si on est déjà fragile avec notre microbiote, ça ne va clairement pas nous aider. Ok. Et donc, dans le livre que tu as coécrit, et donc j'ai vu qu'il y avait des petites recettes super sympas, justement. Bon, voilà, si on aime bien ce petit côté un peu sucré au goûter ou ce genre de choses, il y a des petites recettes super chouettes. Super sympa. Est-ce qu'il y a une recette que tu aimes vraiment dans ta petite recette préférée du livre ? Non, moi c'est plus le sucré en fait. Donc non, c'est plus j'aime les cookies que je fais souvent. Ça, les cookies sont top. Les pancakes aussi.
Ok. Et puis là, j'ai fait il n'y a pas trop longtemps, parce que je ne l'avais pas encore fait. C'est la mousse au chocolat, mais avec de l'avocat. Et ça, c'est top. Surprenant, mais... C'est surprenant. Et ça, quand Céline me l'a proposé, je me suis dit, mais je ne connais pas. Alors, tout le monde connaît avec jus de pois chiche, ce genre de choses. Mais ouais, non, je ne connaissais pas. Donc, du coup, c'est une belle découverte aussi. Et c'est très bon. Donc, du coup, puis elle est adaptée anti-inflammatoire. Ok, super. Voilà. On n'a pas parlé du sucre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sucre alors ? Oui, alors le sucre, tout ce qui est produit sucré, donc le sucre qu'on va rajouter dans les gâteaux, les bonbons, les viennoiseries, etc. Là où il faut faire attention, c'est que ce sucre-là, certes, on a notre pancréas qui fonctionne bien. C'est lui qui régule en fait la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, et il envoie l'insuline pour pouvoir remettre justement la glycémie dans un taux normal. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on a tendance à manger pas mal de choses sucrées, donc composées avec pas mal de glucides simples, on va partir sur cette tangente-là aussi, ce qui va faire que automatiquement ça augmente. Mon pancréas, il fait quoi ? Il relargue de l'insuline, ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est que le fait de relarguer une très grosse quantité d'insuline, en fait, l'insuline est pro-inflammatoire. Donc là, ce qu'il va falloir vérifier aussi, c'est dans nos fameux petits journaux alimentaires, toujours demander aux patientes quand même de remplir sur plusieurs jours. Et quand elles se disent qu'elles sont très douloureuses, souvent, il y a aussi des petites collations, des petits grignotages à droite à gauche où ça va être des choses sucrées. Donc là, l'intérêt, ça va être d'essayer de quand même diminuer cette part-là. Et en plus de ça, c'est que ça ne joue pas que sur l'inflammation. Ça va jouer aussi sur le terrain d'activité des œstrogènes. Parce qu'en fait, on a une partie des œstrogènes qui sont fabriqués dans le tissu adipeux. Ce qui se passe, c'est que automatiquement, c'est un type de sucre de toute façon il n'y a pas d'intérêt en fait pour le corps. Donc là où il peut avoir des réserves, allez hop, il va stocker. Et automatiquement, il stocke dans le tissu adipeux. Donc, plus on favorise le stockage du tissu adipeux via les graisses saturées et nos fameux sucres qui sont transformés et aussi stockés à cet endroit-là, et en fait, on provoque une stimulation plus importante aussi d'œstrogène. C'est un cercle vicieux en fait. Ouais. Donc, tu es en train de nous dire qu'il faut qu'on essaye ta petite recette de cookies en fait, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. On a compris. Merci beaucoup Anne-Charlotte pour ce moment partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur Astuces de diète, sur les réseaux sociaux, donc Instagram et sur Facebook. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton livre ? Alors, mon livre, on peut le retrouver aussi bien à Cultura, sur la FNAC, mais aussi sur les plateformes sur Internet comme Amazon, etc. Donc, il est disponible partout. Ok. Est-ce qu'il y a un annuaire de professionnels qui sont spécialisés dans l'endométriose qu'on peut retrouver en ligne et qu'on peut conseiller ? Alors, bien sûr, ouais. Y a celui auquel je fais partie, donc resendo.fr, qui est à la base en fait un annuaire qui avait été fait avec tous les professionnels de santé spécialisés en endométriose sur l'Île-de-France et sa région. Et puis en fait, ils l'ont étendu sur les provinces. Donc en fait, quand on a cette petite carte spécialité, on envoie une candidature et en fait, on peut être ajouté sur le répertoire. Après, il existe aussi, suivant les centres référents, ça existe. Alors, il faut toujours se renseigner, il faut taper centre référent en fonction de là où on habite, centre référent endométriose. Et ils peuvent aussi, certains peuvent avoir un annuaire également. Okay. Donc ça, c'est de voir, quitte à peut-être appeler aussi les centres référents ou les associations, par exemple, comme Endo France, où ils peuvent aussi avoir des listes. Alors aussi bien tout professionnel confondu, ça peut être des diètes, ça peut être des kinés, ça peut être des ostéos. Et ça peut être très intéressant aussi. Donc auprès d'associations également. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.